Bonjour Sonia Trocmé-Lepage. Bonjour Gilles. Vous êtes née à Détroit dans le Michigan, vous avez grandi avec la double culture, la double nationalité, vous vivez aujourd'hui en France. Qu'est-ce que vous avez gardé de meilleur de cet ADN nord-américain? Ma grand-mère d'abord, qui est une pure bostonienne que j'aime beaucoup, qui est plus de ce monde mais qui est décédée à 100 ans. Il y a relativement peu de temps, et qui a fait une famille merveilleuse et qui s'entend toujours très bien, et ça c'est pas mal. Et puis peut-être la niaque des Américains et des Américaines que j'aime bien. J'aime bien travailler avec les Américains, c'est peut-être parce que je suis à moitié américaine, que j'ai senti aussi cette niaque, que j'ai senti dans mes études et dans mes premières années de travail aux États-Unis, très clairement. C'est de là aussi que vient la volonté d'entreprendre? C'est très américain. Ben, peut-être, c'est tout à fait possible, oui, oui. Alors avant d'entreprendre, vous débutez dans la finance, à New York, comme analyste financier, puis dans des fonctions commerciales. Et les plus hautes fonctions que vous allez occuper jusqu'à la création de votre entreprise, c'est au Crédit Agricole. Oui, absolument, j'ai fait divers métiers. Donc en effet, d'abord à New York, qui était une très belle expérience. Et puis à Paris, je me suis occupée de tout ce qui est corporate américain. Donc les grandes entreprises, leur faire des prêts, faire attention aux risques, quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, on devrait faire plus attention aux risques. Et puis ensuite, je me suis occupée de tout le portefeuille banque américaine pour le Crédit Agricole, avec une autonomie entière, poste que j'ai occupé de 27 à 31 ans. Voilà, c'était passionnant, j'ai rencontré plein de gens. Et au moment où vous créez la société, quel est plus précisément à vous, votre rôle? C'est très partagé, c'est où chacun est sur son précaré? Il n'y avait pas de précaré, on était deux avec une assistante, donc une création à petite échelle d'abord, et puis on a grandi petit à petit. Donc mon rôle, convaincre avec mon associé les gestionnaires de fonds de nous faire confiance, parce que si je fais un petit aparté, mon métier est basé sur la confiance des deux côtés. D'un côté, vous avez les gestionnaires de fonds qui donc investissent dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, soit des toutes petites sociétés technologiques, soit des sociétés en transmission. Et de l'autre côté, donc ces gens-là nous font confiance parce qu'ils savent qu'on a un réseau, qu'on a développé sur de longues années, un réseau d'investisseurs institutionnels. Alors c'est fonds souverains, fonds de pension, banques, assurances, grandes familles, individus fortunés, qui eux aussi nous font confiance parce qu'ils savent qu'on leur apportera ce qu'ils veulent, parce qu'on les écoute et qu'on leur apporte des produits de capital investissement, de private equity qu'ils veulent. C'est cette qualité d'écoute et de confiance que vous développez qui vous permet de sentir arriver la crise financière et qui vous permet aussi de mieux la traverser, peut-être beaucoup mieux que de plus grosses structures? Bah oui, très bonne année 2009, probablement encore meilleure 2010. 2009, vous apportez-vous d'ailleurs le plus gros client historique à votre société? Oui, oui, absolument. Enfin, c'est un travail de groupe toujours, hein, mais ce fonds d'infrastructure d'1 milliard de BNP Paribas nous a fait confiance et on est sur le point de faire le dernier closing, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir rassemblé le milliard qu'on va pouvoir annoncer très bientôt. On a également d'autres fonds qui sont clients aujourd'hui, qui sont un fonds de 250 millions allemands, et on a un client asiatique de Singapour qui nous fait confiance pour une deuxième fois, avec lequel on est en train de signer un deuxième mandat. C'est un fonds de fonds. C'est d'ailleurs aujourd'hui sur cette zone, hein, sur les pays émergents, Asie, Inde, Chine, que se concentre l'essentiel de la demande en termes d'investissement. Il y a une grosse demande de nos investisseurs pour des fonds indiens, pour des fonds chinois. Sur la Chine, moi j'ai initié cette démarche à l'occasion d'un voyage que j'ai fait pour le 20e Global Summit of Women, qui était une manifestation sensationnelle avec beaucoup de femmes entrepreneurs. En Chine, vous avez énormément de femmes CEO, je crois que le pourcentage est de 32%. Aux États-Unis, c'est 20%. En Europe, j'avoue que je n'ai pas le chiffre, mais je pense que c'est moins. Alors vous m'offrez la transition vers les femmes entrepreneuses, dont vous faites partie. Vous vous sentez d'ailleurs investi d'une mission, en quelque sorte, hein, que vous avez prise à bras-le-corps, qui est d'encourager les femmes, de les aider à mener à bien leur projet de création d'entreprise, d'investissement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Ça me tient à cœur, oui, tout à fait. Moi, ce que je voulais depuis un petit moment, c'était de renvoyer la balle. Et j'ai rencontré les
fondateur d'une fondation américaine qui s'appelle Evolution Foundation. Evolution. Oui, bien sûr. Et donc, cette fondation a pour mission d'aider donc des femmes entrepreneurs dans les pays émergents et en voie de développement, ce qui fait quand même 80% de la planète, à développer leur business, embaucher localement, arrêter l'exode rural, et puis devenir petit à petit des influenceurs dans leur région pour agir sur la pauvreté, le terrorisme et la pollution. Pourquoi? Alors pourquoi les femmes? Parce que le mouvement doit venir de la base, c'est ça? Parce que le mouvement doit venir de la base. On voit peu aujourd'hui comment les grandes institutions internationales pourraient véritablement avoir une sorte de pouvoir. Le sommet de Copenhague a été un ratage total, il faut le dire. On voit mal le mouvement top-down. Donc le mouvement bottom-up est véritablement très important. Beaucoup de gens l'ont compris, il n'y a pas qu'Évolution. Mais la particularité d'Évolution, c'est de coacher ces femmes entrepreneurs qui ont du potentiel, qui ont déjà leur business depuis 3 à 5 ans, et donc pour en faire véritablement des gens qui auront de l'influence dans leur pays. Alors concrètement, pour vous, comment se traduit cet engagement? Évolution m'a demandé de monter le chapitre européen de la Fondation pour d'abord avoir un pied en Europe et faire appel à des partenaires corporate européens, et puis également pour avoir une action en Europe de l'Est, parce qu'après tout, il faut aussi aider nos voisins si on veut une Europe meilleure. Donc voilà, je suis en train de monter l'association qui sera le chapitre européen d'Evolution Foundation. Et pourquoi Évolution choisit alors de soutenir des femmes entrepreneurs plutôt que des hommes? C'est très important, les femmes sont le ciment des économies émergentes et en voie de développement, en Afrique, en Amérique du Sud, même en Chine ou en Inde. C'est connu, c'est pas moi qui le dis, que les femmes pensent à la génération future, parce que bon, c'est elles qui ont eu les enfants, elles pensent à leurs enfants. Ce que disait la directrice générale de la Banque mondiale, elle disait, quand une institution de microfinance donne un prêt à une femme, elle va acheter quelque chose pour ses enfants. L'homme va acheter quelque chose pour lui. C'est bien aussi, pour sa société, mais pas pour le futur. Voilà, donc les femmes ont cette vision-là. Il ne s'agit pas d'être féministe du tout. Il s'agit de véritablement voir ce qui va pousser ces économies à être plus stabilisées pour éradiquer la pauvreté, pour arrêter la pollution et tout ça. Donc les femmes sont véritablement le ciment de ces économies et c'est elles qu'il faut pousser. Quelle est la part des femmes parmi les entrepreneurs dans les pays émergents, si vous avez un ou deux exemples? Elle est par exemple en Sénégal, 80%. 80% des créations d'entreprises sont des femmes. C'est tout à fait important. Même en Arabie Saoudite, qui est un pays difficile pour les femmes, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont dirigées par des femmes. Mais voilà, même aux États-Unis, la proportion de sociétés qui se créent, elle est 2 fois plus importante pour les femmes que pour les hommes. Et les entreprises des femmes durent plus longtemps? Ah ça, je ne sais pas. Ça dépend de la qualité, la qualité des entrepreneuses. Alors ce rythme de self-made woman, d'executive woman, toujours entre 2 avions, 2 conférences, 2 rencontres avec des clients, parfois au bout du monde, en Asie notamment, laisse finalement assez peu de place à la vie de femme, de mère, d'épouse. On y arrive tout à fait. Alors il faut beaucoup d'organisation, il ne faut pas lésiner sur le système de garde. Bon, j'ai 2 petites filles un peu jeunes, moi j'en ai 43, elles en ont 7 et 3. Donc je les ai fait tard après avoir créé Global Private Equity, un peu exprès. Il faut l'organisation, il faut aussi, et ça je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas le mari que j'ai, il faut un mari compréhensif et qui aide beaucoup. Et vous n'êtes pas la seule à le dire. Et c'est lui qui en fait plus que moi à la maison, il faut le dire. Et puis il faut savoir mettre des limites et il faut savoir s'organiser, organiser personnellement son temps. On peut avoir besoin d'être à la sortie de l'école un jour, et puis on peut finir sa journée de travail après, c'est pas grave. On a parlé de votre vie professionnelle, de votre vie de mère. Vous avez aussi, en tant que femme, qu'individu, des passions qui vous animent, que vous arrivez à vivre de temps en temps? De temps en temps, oui, absolument. Mon mari m'a appris à piloter des petits avions. Bon, on ne le fait plus beaucoup, mais c'était une passion super, donc je sais atterrir. C'est une bonne base. C'est le plus difficile. Je pratique beaucoup le yoga, des tas de choses. Bon, il faut savoir équilibrer. Je crois que si on a un conseil à donner à des jeunes femmes, c'est d'être passionnées par leur métier,
Et c'est aussi de savoir bien délimiter poser les limites, faire la part des choses. Les deux mondes, bien sûr. Et ça me paraît tout à fait clair. Il ne faut pas se plaindre non plus. Si plafond de verre il y a, il faut le contourner, se faire connaître à l'extérieur pour se faire reconnaître à l'intérieur. Comment être différente. Cultiver cette différence. Absolument. Comment vous avez réagi en apprenant que vous figuriez dans la shortlist, le dernier carré de sélection pour la Tribune Women Awards? Écoutez, j'étais contente, après tout. C'est une autre reconnaissance. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je trouve que c'est bien de faire un prix comme ça. Je pense que ce genre de prix va faire changer les mentalités. De toute façon, elles changent, ça se voit. Tout le monde le dit. Toutes les grandes écoles de management demandent à leurs élèves de penser à un management sensitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire développer l'écoute, ça veut dire développer les qualités personnelles, plus seulement l'autorité, des valeurs qui sont plus masculines peut-être. Mais l'intuition qui est plus féminine. Oui, l'intuition, tout le monde en a, il faut savoir la développer. Il ne faut pas réserver l'intuition aux femmes, ça je pense que c'est très clair. Mais les femmes sont capables d'être de bons leaders comme les hommes, je pense tout à fait. Et merci Sonia Trocmé-Lepage de nous avoir accueillis au bord de cette jolie terrasse sur les Champs-Élysées. Et puis bonne chance pour ces Women Awards. Merci beaucoup.